8h24, Lydia Guérousse est l'invitée d'ITélé ce matin. Bonjour. Bonjour Brice Toussaint. Et merci d'être avec nous. Vous êtes l'ancienne porte-parole du parti Les Républicains. Cette fonction n'est plus la vôtre depuis quelques jours. Et vous êtes l'auteur de ce livre « Je suis Marianne », avec un petit hashtag devant pour faire jeune et moderne. Je suis Marianne, c'est chez Grasset. Et c'est votre deuxième livre déjà. Alors on va parler de politique avant de parler du livre. Est-ce que vous êtes la plus jeune retraitée de France ? Non, je ne suis pas du tout la plus jeune retraitée de France. Mon ancien collègue Sébastien et moi-même ne sommes plus porte-parole des Républicains. Et les orientations du parti, les signaux que je reçois quant à la constitution de l'équipe ne m'ont pas donné envie, n'ont pas résonné en moi. Donc j'ai choisi de ne pas céder mes convictions pour un poste. Et j'ai dit que je ne souhaitais plus faire partie de l'équipe dirigeante des Républicains, même si je reste au sein de ma famille politique qui est les Républicains, parce que je souhaite toujours défendre les valeurs de la République et notamment la laïcité, et je ne céderai rien sur ces points-là. Vous avez été viré ? Non, Sébastien, comme je vous le disais également, Sébastien Huyghe. Voilà, vous avez été virés tous les deux. Non, le changement d'équipe, il y a eu un changement d'équipe. De 2 porte-paroles, on passe à 4 porte-paroles. Sébastien aussi n'est plus porte-parole, mais personne n'en parle. D'ailleurs, vous ne l'avez jamais invité. Moi, je m'étonne de concentrer autant d'attention. Voilà, je poursuis le combat. Alors, attendez, qu'est-ce qu'on vous a proposé une place au sein. C'était quoi? On était en discussion, mais quand j'ai vu les différents noms sortir, quand j'ai entendu certaines déclarations, je me suis dit, je n'ai pas véritablement envie de continuer là. À un moment, il faut mettre son intégrité, je comprends pas. Son intégrité politique au-dessus de tout. Attendez, pour que ce soit clair, est-ce que ce sont des déclarations sur la ligne politique des Républicains L'orientation qui va être celle du parti. Quand on voit certaines personnalités politiques, voilà, j'ai l'impression que les Républicains se transforment en école buissonnienne, et moi, j'ai préféré prendre les devants et faire l'école buissonnière. C'est aussi simple que ça. Je ne souhaitais pas. On m'a proposé un poste au sein de l'équipe de direction. Beaucoup se seraient battus pour l'avoir. D'autres auraient dit immédiatement oui pour rester. Moi, j'ai dit non, je ne souhaite pas. Je ne veux pas. Voilà, je ne veux pas me corrompre sur mes idées. Je ne veux pas aussi. Bon, il y a une rupture. Pourquoi vous restez alors? Je comprends pas. La famille, les Républicains, est bien plus large, bien plus diversifiée que la seule équipe dirigeante. Aujourd'hui, il y a. Donc c'est un problème avec Nicolas Sarkozy? Ce n'est pas un problème avec Nicolas Sarkozy, c'est un problème avec l'entourage qui, à mon sens, aujourd'hui, l'éloigne des Français. Et moi, j'aurais aimé retrouver l'enthousiasme de Nicolas Sarkozy de 2007 dans un projet qui porte un élan pour les Français, et pas un remake de 2012 avec les visages de la défaite de 2012. On ne gagnera pas 2017 avec les idées, les méthodes et les visages de 2012. Ils ont eu votre peau. Si vous pouvez le prendre comme ça, oui. Non, mais vous, est-ce que vous le prenez comme ça? Ils ont eu votre peau ou pas? Mais c'est pas une question d'avoir notre peau. C'est vrai qu'en politique, on parle beaucoup de renouveau, mais dès qu'une tête nouvelle émerge, et si cette tête nouvelle est bien faite et qu'elle a une colonne vertébrale, pas flexible surtout, qu'elle n'est pas prête à dire n'importe quoi, eh bien oui, on essaye de lui faire la peau. Et ce n'est pas ça la belle politique. Ok, qui a eu votre peau si ce n'est pas Nicolas Sarkozy? Je pense que l'entourage, l'entourage au sein de l'administration, quelques politiques qui voyaient que j'étais pas tout à fait prête à dire n'importe quoi sur n'importe quel sujet. J'avais dit dès les premiers jours où j'avais rencontré Nicolas Sarkozy, je ne serais pas une plante verte, je n'accepterai pas de tenir toutes les positions. Et quand je vois qu'on a une obsession, on s'appelle les Républicains et on a l'impression que l'obsession, c'est de parler sans arrêt des racines chrétiennes de la France. Racines chrétiennes de la France, ça ne fait pas un projet politique. Les racines chrétiennes de la France, c'est une réalité, il ne faut pas les nier, mais ça ne permet pas de rassembler les Français. Quand on s'appelle les Républicains, c'est les valeurs de la République qu'il faut défendre. C'est une laïcité qui n'est pas une laïcité à 2 vitesses, mais une laïcité intransigeante, rigoureuse. Donc moi, j'ai pris des risques, y compris en écrivant ce livre, dans lequel j'assume des positions qui ne vont pas dans le sens de ce qui est prôné par l'équipe des Républicains, que ce soit les statistiques ethniques, la discrimination positive, les crèches dans les mairies. Au mois de décembre, je m'étais exprimée dans Le Monde en disant que les crèches dans les mairies étaient une aberration dans une république laïque, puisque c'est un objet cultuel. Donc moi, j'ai toujours assumé, j'ai toujours fait face, et je n'ai jamais rien cédé sur les idées. Votre combat pour la laïcité,
pas récent, hein. Votre précédent livre en parlait déjà beaucoup. Vous êtes une sorte de combattante d'ailleurs, c'est ce qu'on sent, quelque chose de rageur dans ce livre. Pourquoi c'est si important pour vous? Pourquoi c'est au cœur de vos préoccupations et, selon vous, des préoccupations des Français? La laïcité, c'est ce qui nous permet de retrouver ce qui nous manque aujourd'hui en France, c'est-à-dire le vivre ensemble, ou qu'on peut appeler de manière plus noble la fraternité. La laïcité, c'est ce qui permet aussi aux femmes de s'émanciper du joug du religieux. Et depuis 30 ans, on a tout accepté au nom d'un certain relativisme culturel. On a ringardisé la laïcité. Et après Charlie, moi j'ai eu une boule au ventre pendant ces longs mois, parce qu'après Charlie, les défenseurs de la laïcité ont été montrés du doigt et traités d'intégristes. Donc j'ai trouvé que c'était une deuxième mort pour les journalistes de Charlie. Ça démontrait bien que la France renonçait, était dans une espèce de déni et tout s'est inversé. C'est pour ça que dans ce livre, je décris étape après étape tous ces reculs, tous ces renoncements, cette espèce de France qui... Notre maison brûle, Marianne revient avant que Marine n'arrive. Il y a un moment important selon vous, c'est le moment où Manuel Valls évoque, après les manifestations du 11 janvier, le mot apartheid. Oui. Ça, c'est quelque chose un coup de poignard dans le dos. Ne passe pas. Vous écrivez, Marianne est jetée en pâture, apartheid, c'est un coup de poignard dans le dos, un crachat à la figure des victimes, une victoire pour les terroristes et leurs alliés, les communautaristes islamistes. Vous y allez fort, hein? J'y vais fort. Non, c'est juste. Quand on a eu les attentats de Charlie, quand on a eu l'hypercachère, quand des policiers ont été assassinés, aller trouver des excuses sociales à ces terroristes, dire que peut-être ce sont des victimes de la société, qu'on pouvait pardonner ce qui n'était absolument pas pardonnable. Il y a une différence entre explication et excuse. Non, il n'y a pas d'explication selon vous? Non mais Bruce Toussaint, dans ce cas-là, dans ces moments-là, trouver des explications, c'est déjà commencer à pardonner. Et moi, je ne leur pardonne pas. Comme je le dis dans le livre, les orphelins de la Première Guerre mondiale, ceux qui ont connu les crises, qui ont connu la famine, ne sont pas pour autant devenus des terroristes et des assassins. Il ne faut pas pardonner ce qui est inexcusable. Mais je crois que personne. Et d'ailleurs, Manuel Valls a retourné sa veste là-dessus après le 13 novembre. Les auteurs non, de cette tuerie. l'apartheid était une erreur. Par ailleurs, la France n'a jamais fait dans l'apartheid. C'était vraiment montrer du doigt la République. Et il est revenu, il a fallu de longs mois avant qu'il revienne sur sa position. Il a fallu 130 morts du 13 novembre pour dire on ne doit pas trouver d'excuses aux terroristes. Manuel Valls s'est contredit là-dessus. Essayer de comprendre, c'est quelque chose que vous n'acceptez pas. Il faut essayer de comprendre, mais les mots ont leur importance, surtout quand on est Premier ministre de la France. Et l'apartheid est un mot beaucoup trop fort, est un régime qui a fait dans la ségrégation. Et on ne doit pas dire que la France est la République généreuse fait dans l'apartheid. Ça a été une erreur majeure de la part de Manuel Valls. Le premier chapitre de ce livre est consacré à l'école. Parce que, selon vous, voilà, cette laïcité, elle doit passer avant tout par l'école. Et alors, vous en profitez pour égratigner un petit peu l'actuelle ministre de l'Éducation nationale quand elle vante les mérites de Jamel Debbouze et du stand-up pour les jeunes. Je suis dépité, écrivez-vous. Alors, expliquez pourquoi ça doit passer par l'école absolument. L'école forme les citoyens de demain. L'école forme ceux qui seront la France de demain. Donc l'école doit être sanctuarisée. Quand on entre à l'école, on laisse sur le pas de la porte sa condition sociale, sa religion, ses origines ethniques. Nous devons avoir des élèves devant un professeur qui doivent venir pour s'instruire. Moi, je suis contre cette école, ces réformes que Najat Vallaud-Belkacem a portées, que de nombreux intellectuels, éminents intellectuels français ont dénoncé. Je pense que l'école du tout numérique est une aberration. L'école du copier-coller est une aberration. Wikipédia ne remplacera jamais un bon livre. Une tablette ne remplacera jamais un stylo et une feuille. Je pense que l'école dans les quartiers, cette école à deux vitesses qu'on installe, finalement dans les quartiers populaires, on va proposer aux élèves d'étudier soit un extrait d'un morceau de rap, soit du Jamel Debbouze. Très bien, ce sont des artistes. J'ai aucun problème contre ces artistes. Ils ont du talent. Mais lorsque ces élèves-là iront passer des concours pour intégrer la fonction publique, lorsque ces élèves passeront le concours de Sciences Po, pensez-vous vraiment que ce sont des références à des rappeurs qui vont mettre dans leur copie de culture générale? Non, c'est la culture classique. C'est celle-ci qui leur permettra de s'élever. Et j'aimerais qu'on élève et qu'on considère ces élèves comme tous les autres élèves en France.
Sur le rap, d'ailleurs, je fais une parenthèse, vous écrivez « Je n'ai jamais aimé le rap. Je n'aime pas son phrasé et son côté gros bras. » Oui, c'est mes goûts. Non, mais vous avez le droit, mais... J'aime pas ça. Essayez Abdel Malik, par exemple, je sais pas, non? J'aime pas beaucoup plus. Non, mais j'aime pas beaucoup plus, c'est quelque chose qui me parle pas. Kanye West? J'aime beaucoup plus, mais là, c'est plutôt du R&B. Ouais. Non, mais... Non, c'est un peu bizarre. On a le droit d'avoir ses propres goûts. Vous avez tout à fait le droit de ne pas aimer le rap, mais de l'asséner comme cela, dans le contexte général du bouquin qui est quand même un peu, je vais vous le dire franchement, réac. Alors réac, dans mon livre, je donne, quand on me dit vous êtes réac, j'accepte d'être réac, mais avec ma définition. Alors ma définition, c'est réaction excessive au con d'être réac. Je ne suis pas obligée de tout accepter, je ne suis pas obligée de dire oui à tout ce que la bien-pensance m'impose de penser. Contre les tablettes numériques, c'est bizarre quand même. Non, mais à l'école, excusez-moi, quand du certificat d'études, c'est bizarre alors aussi. Alors ça, c'est une très bonne chose. Non, ce n'est pas bizarre. Aujourd'hui, on laisse passer des élèves... En 2016, Lydia Guillaume, vous avez 31 ans. Mais et alors, j'ai eu l'impression... Mais monsieur, tout ça... Et après, je vous laisse la parole. J'aimerais revenir sur ces sujets qui sont importants. J'ai eu l'impression, en lisant votre livre, d'un livre rageur, mais d'un livre écrit par quelqu'un de 70 ans. Mais alors, vous savez, la modernité ne consiste pas à accepter tout ce que la société nous impose. Être actuel, et notamment ce que cette espèce de société de la consommation nous impose. Je regrette, mais la plupart des parents essayent d'arrêter cette addiction aux écrans qu'ont leurs enfants. Vrai, alors à l'école, on va leur on va leur mettre des écrans et ils sont incapables d'avoir ce plaisir d'écrire. Moi, j'aimerais que ces enfants aient ce souvenir-là. Ça aide certains élèves. Et si ça les sauve? Je ne pense pas. Je pense que ce qui peut les sauver, c'est prendre le temps, mettre cette école en dehors de cet empressement qu'on a et cette vitesse qu'on a dans notre société, en dehors de ce tout numérique, des réseaux sociaux à tout va, les protéger de tout ça, pour constituer, mais on a affaire à des élèves pour constituer leur esprit critique et cette intelligence qui va porter les citoyens de demain. Au-delà de l'école, vous parlez beaucoup du voile. En fait, je voudrais vous poser une question très simple. Est-ce que vous êtes opposé au voile, mais en fait d'une façon générale? Alors, écoutez, moi, le voile, pour moi, c'est juste le symbole de la soumission des femmes aux hommes, d'une espèce d'infériorité. Et donc, c'est quelque chose que je n'aime pas et que je ne porterai jamais, même si je suis musulmane. Attendez. Le voile dans la Vous êtes musulmane, c'est la question que je voulais vous poser. Vous me l'avez déjà posée plusieurs fois, oui. Pourquoi je... C'est pas clair. Mais pourquoi il faut que je porte un voile pour que ce soit clair? Pas du tout. Il faut que je vous dise que les minutes de substitution, c'est quelque chose de formidable. Mais ce n'est pas un livre que j'ai écrit en tant que musulmane, c'est un livre que j'ai écrit en tant que citoyenne française. Et il faudrait peut-être arrêter de mettre les gens dans des cases et m'interdire de penser comme citoyenne française, républicaine et laïque. Mais je l'ai déjà dit, mais je suis là en tant que citoyenne française, républicaine et laïque. Je ne m'adresse pas uniquement aux musulmans, je m'adresse à l'ensemble des Français. Je leur dis, retrouvez la République, retrouvez la laïcité et surtout soyez intransigeants dans l'application de nos principes. Cessons de nous perdre, cessons d'abdiquer et cessons de nous renoncer. Je ne fais pas le ramadan, je l'avais dit dans mon premier livre, parce que physiquement déjà c'est très difficile. Et puis ensuite, moi je n'aime pas m'imposer des règles. Je ne sais pas qui a mis en place ces règles, donc j'essaye d'exercer mon esprit critique. Je considère que la religion c'est des principes, c'est des valeurs, c'est une ligne de conduite et une certaine droiture. Vous êtes contre les... Après, je me demande si vous auriez fait la même interview à quelqu'un qui aurait écrit sur la laïcité, mais qui n'aurait pas mes origines et ma confession je pense que je lui aurais demandé s'il était ou elle était catholique, bien sûr. Non, je pense pas. Je l'ai rarement vu dans des... Non, ne me faites pas ce procès-là, je vous assure. Alors, vous êtes contre les repas de substitution? Oui, parce qu'aujourd'hui, on a dans certaines écoles, alors c'est sûr, c'est pas les écoles des beaux quartiers, mais dans certaines écoles, on a des élèves qui refusent de manger de la viande, même si c'est de l'agneau ou du bœuf. Il y a certaines communes qui sont obligées de jeter jusqu'à 300 kilos de nourriture et des élèves et leurs parents demandent de plus en plus des menus qui soient confessionnels. Et je crois que là, la République a le devoir de dire stop. Stop, nous refusons cela. Et ces enfants-là ne vont pas mourir de faim. Ces enfants-là peuvent
une fois par semaine manger un petit peu plus de légumes ou une deuxième entrée, ça permet juste de remettre sur un pied d'égalité tout le monde et de dire qu'à l'école, c'est l'école de la République, c'est l'école publique, donc la laïcité s'applique. Il y a une autre phrase qui frappe dans votre livre, c'est lorsque vous parlez des salafistes et vous écrivez ces barbus qui sont devenus dans certains quartiers la référence du cool. Oui. Les salafistes sont les hipsters des quartiers perdus de la République. Qu'est-ce que vous voulez dire dans cette phrase? Alors, dans les quartiers perdus de la République, il y a une espèce de mode. Et c'est une façon aussi de s'intégrer dans ces quartiers-là. Il faut aller vers ce qu'il y a de plus dur dans l'islam, avec ce mode de vie qu'ils imposent. Et beaucoup de jeunes sont tentés par le salafisme, qui est une gangrène, qui est un cancer et qu'il faut absolument combattre de la manière la plus forte et absolue qui soit. Parce que c'est lui quand même qui frappe et c'est lui qui amène des Français à tuer d'autres Français comme le 13 novembre. Il y a beaucoup de vos convictions dans ce livre, mais il y a assez peu de votre histoire. C'était plutôt dans le premier de vos ouvrages d'ailleurs. Il y a juste un mot à la fin qui parle de vous, mais vous l'avez déjà évoqué brièvement au début de cette interview. C'est tout à la fin où vous expliquez finalement que le renouvellement c'est compliqué dans la classe politique. Effectivement, les médias et les partis politiques deviennent des clubs de notables. Les fils ou filles de trust les placent. Le renouvellement n'est plus souvent qu'un concept marketing et la jeunesse un alibi. Ça, c'est ce que vous avez été pendant un an chez les Républicains? Les partis politiques aujourd'hui sont sclérosés. Il y a une espèce d'entre-soi. On parle de renouvellement sans arrêt dans les médias, mais dès qu'une tête émerge, ça dérange l'establishment. Et je dirais que c'est une raison pour laquelle le Front National aujourd'hui est aussi fort, oui. Parce que les partis politiques sont incapables de se renouveler, que ce soit sur le plan des idées, des personnes, des méthodes. Et c'est vrai que une proposition comme le cumul, la fin du cumul des mandats irait dans le bon sens. J'aimerais qu'il y ait plus d'ouvriers, plus de personnes qui viennent du privé et que la République française ne soit pas que la République des assistants parlementaires et des collaborateurs ministériels. En ce sens, vous avez raté ça. Vous n'avez pas réussi. Moi, j'ai pas raté. Vous savez, quand à 29 ans... Vous n'avez pas réussi. Non, mais quand rien n'est terminé, parfois il faut savoir... Qu'est-ce que vous allez faire revenir. Rien n'est terminé, il faut savoir revenir. C'est quoi demain pour vous? Alors, en politique, personne ne s'arrête véritablement et de manière définitive. Il y en a d'autres, regardez, d'autres éminents personnages qui ont su partir pour mieux revenir. Mais comme je vous le disais, je ne suis pas prête à céder quoi que ce soit sur mes idées, ni à me corrompre avec des personnes que je n'estime pas. Je reste dans le combat politique. Aujourd'hui, les intellectuels portent le débat politique parce que les politiques n'ont peut-être plus suffisamment le temps pour réfléchir parce qu'ils sont bloqués par une espèce de gestion de carrière au quotidien. Donc vous restez dans le combat politique. On m'a toujours vu, même avant d'être républicain, on m'a vu. J'ai une dernière question. Qu'est-ce que vous dites à Nicolas Sarkozy ce matin? Je lui dis merci. Je lui dis merci car ça a été une très belle expérience. Je pense que peu de gens peuvent dire qu'à 29 ans et 30 ans, ils ont été porte-parole d'un parti. J'ai appris beaucoup, mais je lui dis attention, attention. Ce que nous voulons, c'est un projet qui soit enthousiasmant. Ce que nous voulons, c'est un élan. Ce que nous voulons, c'est le retour des valeurs de la République. C'est pas du nationalisme, c'est la République. Et je lui dirais aussi attention à votre entourage. Vous êtes bien plus grand que ceux qui vous entourent. Vous allez le soutenir ? Je ne me suis jamais prononcée là-dessus et donc je ne le ferai pas non plus aujourd'hui, mais je me prononcerai plus tard. Merci Lydia Guirouz. C'est chez Grasset, hein? C'est chez Grasset. Je suis Marianne, Lydia Guirouz, qu'on reverra donc. Merci beaucoup. Bonne journée à vous. Tout de suite, Amandine Bégaud.